Bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi au Soleil podcast. Aujourd'hui, je reçois Elisabeth Laville. Bonjour Elisabeth, comment vas-tu ? Super bien. Alors toi Elisabeth, tu es la patronne et la fondatrice d'Utopies, dont on va parler assez rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet, mais tu es aussi le membre fondateur de Bilab France. Voilà, et tu es accompagné aujourd'hui de Christian Georges. Salut Hello. Christian. Hello. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Merci. Bon super. Tu es fondateur et CEO Domi & Company, Domi &C, et de plein d'autres boîtes par ailleurs aussi dont on parlera juste après. Mais l'idée c'est de se focuser aujourd'hui sur ces deux entreprises-là. Alors moi je suis ravi de vous recevoir. Aujourd'hui on a un peu du pain sur la planche. Alors vous m'avez dit que vous étiez très loquace. Donc on va voir si on tient le timing. Aujourd'hui l'idée c'est de parler de Bilab France en particulier. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émanation bien évidemment de Bicorp au niveau mondial. Et ça va être ça le sujet d'aujourd'hui. Seulement voilà, on voulait éviter un écueil. L'idée c'était d'éviter de rentrer dans le sujet, de faire l'article du process sur toute la certification, de qui, de quoi, comment ça se passe, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a ce binôme assez incroyable. Je suis vraiment très content de vous avoir. Bien au contraire, on va parler des ambitions de départ, celles d'aujourd'hui ou aussi celles de demain. Ça c'est grâce à Elisabeth notamment, comment ça se vit concrètement, et puis on va aussi parler effectivement de la partie je dirais quotidienne et la partie certification et comment ça se vit concrètement dans la vie réelle. Ça c'est grâce à toi Christian. En somme on va parler un peu de la partie inspirationnelle et opérationnelle. Voilà, mon intro était longue et avant de commencer je fais toujours quelques petites questions inopinées du lundi au soleil qui sont des classiques. Est-ce que le lundi tous les deux vous le passez au soleil ou au boulot ? Moi, je le passe un peu les deux, en fait. En ce moment, depuis le Covid, et comme nos bureaux sont trop petits, en attendant qu'on ait de nouveaux bureaux qu'on a pris en complément, mais qui sont prêts en septembre, c'est vraiment le seul jour où je suis toute la journée au boulot. Okay. Mais comme on a des grandes baies vitrées, je suis au boulot et au soleil. D'accord. Et toi, Christian ? Au boulot. Au boulot, toujours au boulot ? Ouais, complètement au boulot. Okay. Mais le lundi est une belle journée ensoleillée parce que après le week-end passé en famille, j'ai la chance de retourner à l'entreprise. C'est ça, donc toi, tu as une vraie motivation, un enthousiasme à retourner le lundi au boulot. Ouais. Je trouve que c'est important parce que c'est suffisamment rare pour être souligné. Et alors la question que j'ai, c'est à quoi il ressemble au lundi ? Est-ce que c'est toujours les mêmes choses ? Est-ce que en fait, c'est un moment de rencontre informel ou en fait c'est quelque chose de très séquencé ? Alors moi, pour le coup, c'est effectivement la journée qui est sans doute la plus, timée de la semaine et la plus timée à l'identique puisque c'est la journée qui est consacrée à l'équipe et aux enjeux, on va dire, internes, d'organisation, de stratégie, de discussion avec les uns et les autres. Donc j'ai notamment le matin, mais toute une série de réunions qui visent à organiser la semaine, le mois, l'année, en tout cas, et à en parler. Avec une bonne partie de l'équipe. C'est sympa aussi depuis le Covid parce qu'en fait, c'est la journée de la semaine où je vois le plus de gens de l'équipe. On est 75 maintenant chez Utopie, donc je ne vois pas les 75. Mais c'est une majorité de gens. Parce qu'ils ne rentrent pas tous ouais, c'est ça, dans le bureau. Mais c'est la journée la plus présentielle, comme on dit nouvellement. Donc c'est cool. Ouais, c'est un bon moment convivial mais studieux. Bon moment. Et toi, Christian ? Le moment de repartir dans une semaine toujours intense, les unes après les autres. Un lundi sur deux, c'est comme Elisabeth. Donc j'ai des one-one toute la journée avec mon comité de direction. Intense. L'ensemble de la journée. Et le lundi d'après, du coup, j'ai zéro chose dans mon agenda. Donc c'est l'opportunité en fait de pouvoir vraiment entrer dans des projets opérationnels, faire de la strat. C'est le moment mais aussi de faire du travail un peu profond, des réflexions sur le business model, là où tu as envie d'emmener la boîte, l'offre, etc. C'est ça ? Ouais, on avait vraiment une culture collégiale chez Omi. Donc il y a un moment où on se pose et puis on se dit tous ensemble comment on pourrait, ce qu'on réussit, ce qu'on réussit pas et comment on a envie de changer les choses en fait. Et puis après, la semaine d'après, c'est l'occasion de pouvoir creuser, de mettre en application sur certains autres sujets, quoi. Super, c'est une très bonne méthode. Je crois que c'est la première fois qu'on me répond ça aussi, de ce côté un peu, un sur deux. Je trouve que c'est très intéressant. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on fait toujours aussi un petit focus sur les intervenants qui viennent dans le podcast. Alors aujourd'hui, donc on en parlait, Elisabeth, toi tu as créé Utopies, agence pionnière dans le conseil en développement durable. Et justement, avant de rentrer dans Bilab et Bicorp, je voulais que tu nous racontes un peu, en quelques mots, si tu peux, parce que je sais que tu es loquace, Utopies et l'engagement et l'ambition de départ. Alors, que dire sinon qu'on a commencé sous forme associative, on est resté en association pendant 1 an et demi, parce que l'ambition, c'était de promouvoir une nouvelle vision
de l'entreprise, des nouvelles pratiques et une nouvelle approche de la stratégie qui intégrait complètement les enjeux sociaux et environnementaux. On a été le premier cabinet de conseil. Donc, au bout d'1 an et demi, on est passé en société. De toute façon, ce qu'on disait, et on y reviendra par rapport à Bicorp, mais c'est qu'on peut être à la fois à but lucratif et au service de l'intérêt collectif. Donc, on avait vraiment ces 2 dimensions. On est passé en société après 1 an et demi. On a toujours de l'ADN un peu associatif ou non-profit. On a gardé une partie chez nous qu'on appelle le think tank, qui est la partie recherche-publication, qui représente à peu près 10% du temps de l'équipe aujourd'hui. Et ça reste une partie importante. Et puis évidemment, tout ça s'est aussi concrétisé avec notamment le fait qu'on est devenu la première entreprise certifiée Bicorp en France pour nos 20 ans. En 2013, en gros, on a été certifié fin 2013, tout début 2014. Donc ça reste un élément important. Et ensuite, Bilab, qui est en fait l'association partout dans le monde, en France c'est pareil, l'association qui gère le mouvement et le label Bicorp, m'a demandé, parce qu'ils étaient en train de créer les entités en Europe, et ils m'ont demandé d'être le country partner, le partenaire pour le lancement en France. Le porte-drapeau, quoi. Exactement, de Bicorp. Et comme ça ne me faisait pas faire autre chose que ce que je faisais déjà, c'est-à-dire aller voir des entreprises pour leur dire qu'elles pourraient faire plus, qu'elles pourraient faire mieux, et leur donner des idées de comment faire. Et qu'en plus, on en reparlera aussi, je pense, mais le questionnaire Bicorp est gratuit en ligne pour toutes les entreprises qui veulent se coller à l'auto-évaluation, indépendamment du fait qu'elles soient ou pas intéressées par la certification. C'était sympa parce que je leur amenais un outil qui ne demandait même pas à payer du conseil. Donc on a fait ça pendant 5 ans. Et quand il y a eu une centaine de membres, c'est-à-dire d'entreprises certifiées Bicorp en France, on s'est dit, ah ben là, ça vaut le coup, on peut créer l'association. Donc on a créé Bilab France, qui aujourd'hui est basée ici, à l'endroit même où nous faisons ce podcast, et qui emploie plus d'une dizaine de salariés. Donc ça, c'était en 2019. Donc nous, on a été certifiés début 2014. Jusqu'en 2019, on a été le partenaire pour le lancement en France de Bicorp. Et puis depuis, on ne s'en occupe plus. Moi, je suis juste effectivement au board. Voilà. Et tu continues à faire quand même du plaidoyer, ce genre de choses. Je fais beaucoup de plaidoyer, et d'autant plus que tant qu'on était en charge de Bilab, de Bicorp en France, je ne souhaitais pas qu'on fasse de conseils sur le sujet pour éviter le mélange des genres. Et depuis qu'on n'est plus en charge de Bicorp en France, en revanche, on a intégré ça à nos prestations. Donc, on continue à faire beaucoup de plaidoyer auprès de nos clients et on en accompagne certains dans la démarche. Et puis, ce qui est intéressant aussi, on en reparlera peut-être. Moi, j'étais historiquement pas très favorable au label pour des raisons sur lesquelles on reviendra, je pense. Et depuis qu'on s'est lancé dans Bicorp, en fait, on accumule les labels. Donc, on est société à mission depuis 2020. On a l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, depuis 2020 également. On s'est lancé dans le label Great Place to Work. On a été, là maintenant, on est plus de 50, comme je l'ai dit, mais en dessous de 50 salariés, on a été 3 fois dans le top 3, 2 fois numéro 1 en France. Bon, voilà. Donc, en fait, j'y ai découvert aussi l'intérêt des labels, pourvu qu'on les prenne comme un moyen et pas comme la fin. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils soient... moi, je sais pas que je les prends toujours avec une pincette, mais Great Place to Work, etc. en particulier, je l'ai pas dans le viseur, mais c'est vrai que la notion de preuve et de certification et de label, parfois, elle peut être un petit peu floue. C'est pas le cas, Bicorp, mais du coup, c'est vrai qu'il faut bien les sélectionner et puis bien voir ce que ça revêt comme preuve, en particulier concrète au quotidien. Oui, après, je pense qu'il faut aussi se garder d'une approche, de manière générale d'ailleurs, d'une pensée un peu binaire, où il y a les good guys, les bad guys, les choses parfaites ou les choses nulles, etc. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de label parfait, et Bicorp ne l'est pas non plus. La société à mission ne l'est pas non plus. En revanche, ce qui est extrêmement important, c'est d'arriver à prendre les moins imparfaits des systèmes, des certifications, ou des labels, ou des chartes. Et chaque démarche nous aide, en tout cas nous pour Utopie, mais c'est le cas pour les entreprises en général, je pense, à mettre le projecteur sur un sujet particulier. Par exemple, on a signé il y a 3 ans la charte Cancer at Work, sur la façon dont on se comporte en tant qu'employeur avec des salariés qui sont confrontés à ce problème du cancer pour eux-mêmes ou pour un proche, qui reviennent au boulot. Enfin, ça pose toute une série de sujets qui ne sont pas faciles à traiter comme employeur. Le fait d'avoir signé la charte, nous, et puis ensuite de nous être lancés dans la certification, ça nous a aidé à mettre le focus là-dessus dans nos pratiques et à faire progresser les choses. Et donc, en fait, ça sert à ça.
Donc si on se dit pas c'est un objectif en soi d'être certifié, mais qu'on se dit c'est un moyen C'est un point de départ. de mettre l'accent, de découvrir des nouvelles pratiques, d'échanger avec d'autres entreprises et du coup de progresser sur ce sujet-là ou sur toute une série de sujets, c'est hyper utile en fait. Et je pense irremplaçable en réalité. Merci pour cette entrée en matière assez costaud. Moi, j'apprécie. Ça laisse présager un bon épisode. Christian, toi, tu es entre autres connu parce que tu as créé une grosse boîte qui s'appelait Vestiaire Collective, qui était un gros succès à l'époque. Qui s'appelle toujours. Qui s'appelle toujours, oui, tout à fait, mais dont tu es sorti, je crois. Je suis encore actionnaire. Tu es encore actionnaire. Ah ouais, et tu restes cofondateur pour toujours, hein, tu sais. Actionnaire dormant, peut-être. Tout à fait. Qui est Bicorp. Et qui est Bicorp. Qui est Bicorp, tout à fait. Mais tu es aussi connu surtout plus récemment pour cette boîte que tu appelles Omi, donc assez extraordinaire. Moi, j'aimerais que tu nous racontes en quelques mots, un peu à l'instar d'Elisabeth, quelle est juste la genèse de cette boîte, avant de rentrer un peu dans la partie, je dirais, le volet certification. Eh bien, moi, j'entreprends depuis que j'ai 22 ans, donc j'ai commencé au siècle dernier, tu vois. Donc vraiment, je suis tombé dans l'entrepreneuriat comme ça. Et j'y ai trouvé un outil super de faire des choses que j'aime et d'être avec des gens que j'apprécie, de pouvoir créer mon propre univers. Sur le chemin, j'ai eu la chance de cofonder Vestiaire Collective, qui a un très beau succès et qui a un très beau succès. Donc c'est une des licornes françaises. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui approche, enfin qui a même dépassé le milliard de revenus, enfin de volume de marge en fait annuel. Donc c'est un très 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 beau bébé avec un rayonnement international. On l'a fait avec des cofondatrices, ce qui est finalement assez rare. Donc c'est vraiment super, une équipe mixte. Hein, donc moi j'en suis assez fier. C'est aussi l'une des seules qui est Bicorp aujourd'hui, des licornes. Donc c'est vraiment un beau succès. On l'a fait avec beaucoup d'ambition et puis pas mal de candeur. Donc c'est un très belle aventure. Et quand j'ai eu l'occasion d'en sortir, j'avais qu'une envie, c'était de remonter une société. Et je suis persuadé que l'entrepreneuriat est quelque chose de très utile et un moyen en fait de changer le monde, tout simplement. J'ai commencé en fait à la sortie de Vestiaire à aller explorer d'autres univers et notamment celui des ESS, des ESU, des assos, avec la volonté en fait de vraiment voir si je pouvais fabriquer un projet de ce type-là. Et j'ai pas trouvé mon logiciel à moi. J'ai trouvé d'autres des trucs dans les assos T'as pas trouvé le format ou t'as pas trouvé le secteur? Non, c'est pas moi en fait. Ouais. Moi je sais pas ça. Moi la thèse que en cherchant j'ai trouvé, c'est Profit Planet and People. Donc vraiment l'entreprise qui génère du profit en considérant les gens qui travaillent, avec qui tu travailles au sens très large. Et cette vocation à se dire on va améliorer des choses sociales, avoir de l'impact social et écologique en fait. Et donc j'ai longtemps réfléchi à ce que je voulais faire et croisant le chemin des Bicorp à l'époque, j'y ai vu un super framework en fait. Donc comme le dit Elisabeth, sur le moyen. C'est-à-dire que en vrai, si tu veux créer quelque chose de très positif, tu peux le faire tout seul avec tes desiderata. Moi, j'aime bien un peu le côté intelligence collective et essayer de trouver plein d'autres gens qui ont pu travailler pour te dire tiens, fais attention à ça, fais attention à ça. Pouvoir te guider, te conseiller, etc. quoi. Et quand je suis tombé sur le fichier Excel là, avec les plus de 200 items à regarder quand tu fais Bicorp, je me suis dit génial, tiens, comment est-ce qu'on peut... T'as eu un peu chaud du coup, tu t'es pas dit il y a beaucoup de trucs. Si, en plus, c'était full English au départ, donc tu poses bien, et puis c'est des sujets qui sont touffus en fait. Et en plus, je pense que c'est encore le cas, qui ont une teinte anglo-saxonne, donc qui disent si tu donnes des vacances à tes gars, si tu as une mutuelle, et là tu te dis tiens, bizarre en France évidemment. Donc tu rentres quand même dans un framework, tu te dis tiens, donc j'ai regardé les autres, et puis j'ai exploré tout ça, et je me suis dit on va fabriquer une entreprise qui by design va considérer en fait que son objet est d'avoir un impact social et écologique max. Ça, à la genèse du projet même, quoi. Ouais, c'était avant tout, je veux utiliser l'entrepreneuriat comme un levier d'impact. Après, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c'était l'alimentation, à différentes lectures. Et je me suis dit, tiens, l'alimentation, c'est un sujet écologique, c'est un sujet de santé, c'est un sujet économique, donc c'est un sujet juste gigantesque. Ouais. Et donc, si on peut faire une Bicorp dans la food, en fait, on démultiplie la capacité d'avoir un impact. Ensuite, par teinte principale, et je pense qu'on peut se rejoindre aussi avec Elisabeth là-dessus, moi j'adore les marques, je suis passionné par l'objet marque en fait, et je me suis dit en fait ce que je vais essayer de faire c'est quelque chose, c'est ce que fait Patagonia dans l'outdoor, ce que fait Veja dans la basket, je veux faire la même dans la food en fait. Et donc ça c'était le socle initial, de se dire on va réussir à faire ça. Et comme je te le disais, puisque je suis persuadé qu'à plusieurs on peut créer une idée qui est bien meilleure, au lieu de me contenter en fait de mon cercle premier et de monter la boîte immédiatement, j'ai écrit et publié un post sur Medium en expliquant why je voulais faire ça, how je voulais le faire et pas what.
Et donc l'idée, c'est de dire, je vais rencontrer des gens, je vais prendre le temps, 6 mois, 1 an, ça a pris plus d'1 an, à boire des cafés, rencontrer des gens qui vont pouvoir donner de l'épaisseur à mon projet, dont Elisabeth, que j'ai croisée et qui m'a écouté pendant de manière très longtemps. Totalement inopinée ou Non, par un pote, Jean Moreau, Phoenix, qui nous a branchés, parce que moi je voulais y aller, j'avais envie de me faire challenger, etc. Donc je balbutiais le projet. Et je pense que les idées, c'est comme les plantes, quand tu les exposes à tout le monde, ça nourrit l'idée. Bien sûr, complètement. Comme ça, avec du temps, j'ai rencontré donc Colline, Joséphine et Benoît, qui sont mes cofondateurs et cofondatrices. Et ensemble, en fait, on a imaginé ce qu'était OMI. Donc l'objectif étant d'avoir de l'impact avec l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est en gros un tiers de notre bilan carbone. Si on prend juste ça, on pourra parler de biodiversité, on pourra parler d'eau, etc. Et donc si on prend le bilan carbone, un bon tiers en blended, et derrière, tu as 75% de ce tiers qui est l'amont agricole. Donc le sujet, quand tu vas avoir de l'impact, c'est de traiter l'amont agricole. Moi, quand je suis arrivé avec l'idée, ce que j'ai écrit, c'est plutôt transformation et distribution très aval. Et donc avec l'équipe, on s'est dit, non, c'est pas ça le sujet. En fait, pour monter d'un niveau, et pour partir à la source. Et donc si tu as de l'impact avec une marque de food, tu t'attaques à l'amont. Et c'est ce qu'on fait avec OMI. Ça, c'est un peu s'attaquer au mammouth, quoi. Alors, sans faire de mauvais jeu de mots pourris, c'était pas une utopie, mais c'était ambitieux et même audacieux, quoi. Carrément. Et hyper ambitieux. Et en vrai, tu sais, tu as aussi... je sais pas, j'ai eu la chance de pouvoir installer Vestiaire Collective aux États-Unis. L'ambition n'est pas vue pareil. Avec la réussite que j'ai eue à Vestiaire Collective, je pouvais raconter une histoire très ambitieuse. Et en fait, si tu vises pas à ce niveau-là, tu n'as pas de chance de pouvoir exister, en fait. Ouais. Et je pense que les parcours et l'expérience de l'équipe que j'ai, donc Colline, Joséphine, Benoît et tous les autres, on est 50 aujourd'hui dans OMI, c'est des gens qui ne seraient pas venus s'il n'y avait pas ce discours d'ambition. Donc c'est hyper important d'avoir de l'audace, en fait, je pense, dans l'entrepreneuriat, et de tenter le truc. Et là, on est sur le chemin, et voilà, donc l'histoire n'est pas faite, on est une jeune entreprise, on a 3 ans, mais il y a moyen vraiment de faire quelque chose de super ambitieux. Écoute, tu vas nous raconter ça un peu plus en détail. Je reviens sur Elisabeth. Tu évoquais tout à l'heure un point que je trouve assez amusant. C'est, tu l'as dit, il y a beaucoup de labels. Et pourquoi Bicorp a lancé pourquoi Bicorp est un label ? Il y a plein aujourd'hui. Il y a les entreprises sociales et solidaires, Great Place to Work, etc. Pourquoi avoir pris ce label, effectivement, qui était surtout sur le marché US, je crois, tout au début, et on lance sur le marché français. Alors, il y a plusieurs... donc, si le sujet, c'est sur le lancement en France, c'est pas inintéressant de se demander pourquoi il a été lancé à la base aux États-Unis, parce que c'est 3 entrepreneurs qui ont créé ça en 2006, et ils l'ont créé parce que l'un d'entre eux avait créé une entreprise assez engagée, qui faisait du matériel sportif, qu'il a vendu à des investisseurs qui lui ont juré mordicus que les engagements seraient préservés, etc., bien sûr. Et qu'évidemment, ça n'a pas été le cas. Et donc, ensuite, dans les discussions qu'il a eues avec ses 2 potes, ils se sont interrogés sur ce qu'ils pouvaient faire qui préserverait, sans le mettre sous cloche, qui le laisserait vivre, mais qui préserverait l'engagement d'une entreprise, quelle que soit l'évolution de sa gouvernance, de son actionnariat, etc. Et donc, c'est parti de ça. Ça c'était en 2006. Moi, j'en avais entendu parler à plusieurs reprises parce qu'on est assez proche historiquement d'Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia et de Patagonia, que Yvon, quand eux sont devenus Bicorp, ce qui était quasiment au début, m'a dit, lui commençait à être impliqué assez dans le mouvement, il m'a dit mais tu devrais importer le label Bicorp en France. Moi j'ai dit oui, mais j'aime pas trop les labels et j'ai pas mal de boulot déjà. Et ensuite, une deuxième entreprise qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Mike Hannigan, qui s'appelait Give Something Back. Et Give Something Back, c'est une grosse entreprise de fourniture de bureaux qui avait pour spécificité de redistribuer l'ensemble de ses profits à des ONG ou à des causes locales. Le fondateur, un des cofondateurs de cette boîte, que j'avais invité d'ailleurs au World Forum à faire une table ronde sur l'engagement des entreprises, a beaucoup parlé de ça. Et on a dîné ensemble après. Il m'a dit, mais il faut vraiment que tu importes Bicorp en France. Moi, mais j'aimais pas trop les certifications, donc j'entendais sans entendre. Et puis, en fait, ce qui s'est produit, c'est que quand on a fêté les 20 ans d'Utopie en 2013, on commençait à avoir beaucoup de concurrents dont le discours, y compris des très gros, les Price, Ernst & Young, etc., dont le discours, en apparence, ressemblait au nôtre. Et je voulais réaffirmer ce qu'on était, cette espèce de chose qu'il y a dans notre ADN, qui est d'être un cabinet de conseil militant, ce qui n'est pas banal et ce qui, je pense, nous singularise. En tout cas,
par rapport à ces gros. Et je voulais redire ce qui est aussi inscrit dans l'histoire associative d'Utopie, qu'on était, comme je le disais tout à l'heure, à la fois for profit, for purpose, donc une entreprise à but lucratif, dont tu parlais. Mais au service de l'intérêt collectif. Et ça nous distinguait fortement. Et à l'époque, le slogan de Bicorp, c'était for profit, for purpose. Donc je me suis dit, tiens, pour fêter les 20 ans, on va devenir Bicorp. La première en France. Donc je me suis rapprochée de Bilab US à l'époque. Et puis, ils m'ont dit, ça tombe bien, on est en train de lancer en Europe. Voilà, donc on est devenu la première Bicorp en France. Là-dessus, ils m'ont dit, est-ce que tu veux pas t'occuper du lancement en France ? J'ai dit oui, et voilà. Et pourquoi celui-là ? Parce que moi, ce qui me plaisait dans ce mouvement, c'est qu'il y a à la fois une forte volonté de leadership des entreprises qui le composent, mais fondée sur l'action, pas sur du blabla. Et même fondé sur des datas, puisque en fait, on en reparlera, mais le questionnaire, il est vraiment fait là-dessus. Et puis, il y a une autre dimension qui est moins connue, mais qui est assez motivante, y compris quand tu deviens Bicorp, c'est la partie collaboration, vraiment le côté un mouvement d'entreprise et d'entrepreneurs qui veut avoir une forte influence. Donc, le leadership par l'action et l'influence à travers la collaboration, c'est vraiment deux dimensions qui me plaisaient beaucoup. Et voilà, donc aller au-delà du blabla. Moi, je trouve, alors, on pourra peut-être en reparler, mais quand j'ai créé Utopie, le terme qu'on employait, c'était citoyenneté d'entreprise. À l'époque, Alain Juppé était Premier ministre, il disait aux entreprises, il faut que vous soyez citoyennes. Ensuite, les entreprises, les acteurs sont revenus du sommet de la Terre à Rio. On a beaucoup parlé de développement durable. Ensuite, on s'est mis à parler de RSE. Après, on s'est mis à parler de ESG. Plus récemment, on s'est mis à parler d'impact. Et maintenant, le mot-clé, c'est le régénératif, qui me fatigue, mais ce n'est pas le sujet du jour. Je suis désolé. Mais on reparlera de pourquoi. Et non, mais en fait, alors, l'intérêt, évidemment, ce que signale cette évolution du langage, c'est l'évolution de la conscience et l'idée que la RSE ne suffit, surtout comme elle est pratiquée aujourd'hui, c'est-à-dire minimiser les impacts négatifs d'une activité sans la changer fondamentalement, ne suffit pas. Et ça, c'est bien évident. Simplement, j'ai l'impression, et je vois de manière croissante, des gens qui arrivent sur ces sujets et pensent que parce qu'ils changent le mot, ils changent les pratiques. C'était un peu ce côté mot valise qu'on a dans l'évolution. Alors, les mots valises, tu sais que Veja, dans sa boutique de New York, a un grand mur avec marqué « Sustainability is an empty word we choose reality ». Donc, le développement durable est un mot vide. Et donc, nous, on parle de choses réelles. Patagonia dit qu'il n'emploie plus le mot développement durable non plus. Et donc, moi, c'est vrai que voir le langage... Alors, à la fois, donc moi, j'aime beaucoup la poésie, je trouve les mots très jolis, et je trouve ça très important d'utiliser des mots qui désignent les réalités dont ils parlent. Donc, mais une fois qu'on a dit ça, notamment sur les deux derniers, c'est-à-dire impact et régénératif, il y a un vide absolu. C'est marrant parce que j'interviewais hier une militante écologiste de la première heure en Angleterre, Elena Norberg, qui me disait qu'elle n'en peut plus du régénératif et qu'elle dit carrément que c'est un fake monté par le big business pour dévaloriser l'agriculture bio et locale, qui est le sujet de fond. Donc, alors moi, je ne suis pas complotiste, donc je ne dis pas ça, mais ce qui est vrai, c'est que, pour te répondre, pour moi, ce qu'apporte Bicorp, encore, c'était ma motivation en 2014, mais ce qu'apporte Bicorp, c'est de la robustesse, de la data et de la mesure effective de la performance à 360 derrière le blabla. Et c'est hyper important. Donc, chacun utilise les mots qu'il veut. Mais pour moi, ça, c'est vraiment clé. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il y a une dimension, et pour rejoindre ce que disait Christian tout à l'heure, moi, je crois que les entreprises peuvent changer le monde, pas que en mal, comme on le voit quand même couramment, mais en bien. Et donc, il y a dans Bicorp une vocation hyper entrepreneuriale et très enthousiasmante, ce que les Américains, pour le coup, je suis désolée, culturellement, savent mieux faire que nous. Cette dimension, oui, il y a une dimension très entrepreneuriale dans Bicorp qui est hyper sympa, qui est beaucoup plus sympa, je suis désolée, que la conformité réglementaire à l'européenne. Et même dans le process, moi, quand on a été certifié, nous, à l'époque, la recertification, c'était tous les 2 ans. On a milité pour que ça passe à 3 ans. Pourquoi ? Parce que c'est très entrepreneurial dans l'approche, c'est-à-dire que si tu veux faire autre chose que du reporting, en gros, et mesurer tes chiffres tous les 6 mois, ce que demandent tous les autres labels, qui sont tous les ans. Il faut changer tes pratiques. Changer tes pratiques, si tu as déjà piloté une entreprise, tu sais que c'est long. Tu veux changer tes pratiques RH, tes pratiques environnementales, tes pratiques de production, tes pratiques de sourcing. Ça ne se fait pas en 3 mois. Et donc, il faut du temps. Donc, il faut laisser le temps aux entrepreneurs de faire leur boulot, qui est de faire avancer leur entreprise, de faire progresser leur entreprise,
avant de leur demander de mesurer la performance. Et donc, il est vraiment dans l'ADN de Bicorp, créé par des entrepreneurs. C'est un mouvement d'entrepreneurs et moi, j'adore ça. Et juste là-dessus, merci beaucoup pour cette explication, Elisabeth. Je repars sur Christian. Effectivement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu l'évoquais un peu tout à l'heure, mais et toi, tu le dis très bien, Elisabeth, il y a une partie derrière qui n'est pas uniquement une certification où il y a cocher des cases, malgré le fichier Excel assez long, mais il y a une notion d'action, il y a une notion de volonté d'influence, d'ambition, de data aussi, donc des choses qui sont quand même vachement terre à terre. Et puis, il y a une notion presque de réseau et de conseil, en fait. Toi, c'est ça aussi qui t'a attiré, en fait. Tu t'es dit, moi, j'ai aussi envie de m'entourer des gens qui sont des sachants, en fait, et qui sont rodés un peu à des expériences très concrètes, justement, qui ont cette même ambition d'entreprise, voilà, pas à mission, mais presque. Et de se dire, en fait, c'est ça qui m'intéresse, parce qu'en fait, effectivement, à la fois, j'ai envie d'avoir une certification, mais aussi, je me sens pas d'y aller tout seul, et j'ai besoin d'être entouré de gens rationnels sur le sujet. Peut-être l'écosystème, pas forcément l'écosystème. Enfin, disons, j'ai un réseau d'entrepreneurs assez solide autour de moi. J'ai la capacité de parler facilement à des gens qui ont déjà mis en pratique. Moi, je salue la partie justement entrepreneuriale dans le label de Bicorp, qui est hyper éclairant, très pragmatique. Et en fait, ce qui va m'intéresser avant de regarder le fameux fichier Excel, c'est mes copains et les gens qui le mettent en place en vrai. Qu'est-ce que ça leur a apporté? Est-ce que c'est des vraies choses? Et encore une fois, c'est le moyen et pas la finalité. Donc, Omi, c'est une marque grand public. Quand je la lance il y a 3 ans, quand on la lance il y a 3 ans, en fait, je sais que Bicorp n'a aucun intérêt à être sur le packaging ou n'importe quoi. Personne ne connaît. Donc, c'est pas un attribut pour que les consommateurs ils l'achètent. En fait, bien sûr. C'est vraiment la garantie que dans l'entreprise, quand on est 5, 10, 20, 50, on a un terrain de jeu qu'on connaît, avec la nécessité, en fait, la volonté profonde de l'entreprise d'utiliser ses ressources et la manière dont elle travaille en prenant en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Donc, non, moi je suis pas allé chercher le réseau Bilab parce que déjà il était, je pense, quand je l'ai fait, très léger en fait. Par contre, je suis allé trouver Elisabeth et je suis allé trouver plein de copains qui l'avaient mis en place, comme Jean Moreau, ou je sais pas, Welcome to the Jungle à l'époque, Jérémy, et donc qui sont en fait une capacité concrète de montrer, ouais, bah tu l'as fait, t'as bien galéré, ça t'a apporté quoi, comment ça rayonne dans la boîte, comment tu le mets en place, où il faut que ce soit un projet des équipes, c'est pas un truc que tu dis, vas-y, on va faire ça. Non, il faut que tu c'est une démarche profonde et sincère. Exactement, que tu dois comprendre. Je suis allé regarder entreprise à mission pour savoir si c'était le truc ou pas, comment je le faisais. Donc j'ai vraiment fait un panorama total. Et pareil, ce côté international, avec ce côté un peu finalement très ambitieux aussi des Américains, moi je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire que moi je suis fils d'immigrés portugais arrivé en France, je suis pro-européen, tu vois, j'ai vu ce que ça donne quand le Portugal rentre dans l'Europe, et je crois vraiment à cette volonté de regarder le monde tout entier. T'as un ancrage hyper fort dans le Bicorp et tout ça, avec par exemple, je citerai la théorie du donut, qui est un bouquin assez canon, qui dit que l'économie est un levier d'action, enfin c'est le langage de la politique, et que, évidemment quand on structure un monde, en fait, l'économie fait partie de l'équation, et dedans tu dis que l'économie doit être contrainte entre les limites humaines dans lesquelles on ne veut pas avoir la population, c'est-à-dire on veut que des gens puissent avoir accès à l'électricité, pouvoir manger, avoir de l'éducation, égal libre homme-femme, et de l'autre côté tu as les limites planétaires, les 9, dont plein sont débordés, et donc évidemment en fait l'endroit où on doit faire société et économie se situe entre ces deux limites en fait, donc ne pas réduire l'humain à juste une donnée quoi, ou un moyen, et ne pas mettre la planète en bazar en fait. Donc c'est cette je dirais dimension collective cristallisée dans une démarche entrepreneuriale qui m'a vraiment séduit pour me lancer. Alors on reviendra sur le point que tu évoquais un petit peu plus tôt, qui est effectivement l'impact que ça a sur les boîtes, celle de tes comparses dont tu parlais juste en début de réponse. Moi j'ai quand même une question, c'est qu'est-ce que globalement tu as envie d'avoir, enfin là cette question est pour toi Elisabeth, tu as envie d'avoir comme impact sur ces boîtes-là? C'est-à-dire que tu l'as dit, la certification ça fait quand même un certain temps qu'elle existe, j'imagine qu'elle a évolué au cours du temps. Est-ce que l'impact profond que cette certification doit avoir sur les boîtes, il a changé ces dernières années? Sur quoi aujourd'hui il est focusé par rapport à avant? Alors, ce qui change, et c'est une des qualités énormes de Bilab, je trouve, en tant qu'organisation, c'est que, je disais tout à l'heure que tu recertifies tous les 3 ans.
c'est finalement assez court, hein, tu le disais, parce que... Oui, c'est assez court, mais c'est beaucoup plus long que la plupart des labels, qui sont tous les ans. Mais c'est court pour faire progresser tes pratiques. Quand tu essaies de faire progresser un truc et de gagner des points sur un sujet, tu vois qu'en fait, c'est pas si long. Mais c'est rendu encore plus compliqué par le fait que le questionnaire lui-même, le B-Impact Assessment, le BIA, sur lequel est fondée la certification B Corp et l'auto-évaluation, est révisé tous les 3 ans. Et il est révisé en profondeur. Là, par exemple, on est dans une révision majeure, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, qui va tout changer, qui fait que moi, j'ai certains clients qui viennent d'être certifiés B Corp, qui s'apprêtaient à l'annoncer et qui disent « Non, mais en fait, on ne va pas le dire parce qu'on pense qu'on sera plus B Corp à la prochaine version du questionnaire. » Parce qu'ils pensent que ça va être... Parce que là le changement est très, très important. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que comme le niveau monte entre 2 certifications, si tu ne progresses pas entre 2 certifications, en réalité, tu régresses et à un moment, tu sors de la certification, tu perds le label. Donc, au-delà du contrôle qui est fait tous les 3 ans, il y a quand même une notion aussi. Donc, il y a une notion de... Faut pousser un peu. Il faut progresser. Et de toute façon, la communauté des B Corp aide à faire ça, puisque tu rencontres D'abord, c'est une super source de benchmark. Tu rencontres plein de gens qui font les choses mieux que toi sur des sujets sur lesquels tu aimerais progresser ou pas. Mais en tout cas, si tu veux entendre ce qu'ils font, comment tu pourrais t'en inspirer, etc., c'est une source de progrès hallucinante. Et ça, pour moi, c'est l'impact principal que B Corp a en fait sur les entreprises qui s'y engagent. Il faut savoir que, je disais tout à l'heure que le questionnaire, il est en ligne, accessible à tous, n'importe où dans le monde, puisque B Corp la certification est dans 90 pays, mais le questionnaire existe partout. N'importe quelle entreprise de n'importe quelle taille peut l'utiliser, de sorte qu'aujourd'hui, on est à peu près 7000 entreprises certifiées. Il y en a à peu près 7000 qui sont en attente de la certification, en attente de l'audit. Dans le monde. Ouais. Dans le monde. J'ai cru comprendre qu'il y avait un petit embouteillage par ailleurs. Il y a un petit embouteillage qui est en train d'être réduit, mais on en reparlera peut-être, parce qu'au fond, B-Lab est confronté exactement comme les startups, comme les entreprises, à un sujet de comment tu crois avec intégrité, c'est-à-dire sans perdre ce qui fait la force de ton engagement, sans affaiblir l'exigence. Exactement. Mais donc, il y a 7000 entreprises certifiées dans le monde, bientôt 14 000, mais il y a 250 000 entreprises dans le monde qui utilisent le questionnaire pour s'auto-évaluer, qu'elles visent ou non la certification B Corp. Et ce qui est intéressant, c'est que ces boîtes-là, qui sont, on va dire, sans doute intéressées par la RSE, parce que sinon, tu ne sais même pas que ça existe, leur score moyen qu'elles obtiennent est de 52 points. Autrement dit, des boîtes qui sont très bonnes en RSE, elles sont 30 points en deçà du seuil de 80 points qu'il faut pour prétendre à la certification et pouvoir soumettre son questionnaire. Donc, on a vraiment ce niveau d'exigence, c'est ça l'impact sur les entreprises. Et ce que ça permet de faire, et d'ailleurs, il y a des entreprises, Big Mama par exemple, qui sont certifiées B Corp, qui ne le disent pas et qui juste utilisent le questionnaire pour stimuler comme un outil de progrès interne, qui mettent ça dans les bonus des dirigeants, mais pas que, de l'ensemble des équipes, pour progresser. Donc, ce que ça apporte aux entreprises, c'est cette espèce un peu de discipline sportive, un peu comme si tu veux faire Roland Garros et que tu joues pas tous les jours, il y a peu de chances que ça arrive. Déjà, en plus, il faut avoir le talent, il y a peu de chances que ça arrive. Donc, ça donne une espèce de discipline quasi sportive d'entraînement. Ça, c'est la première chose. Ça donne une idée on dit toujours qu'on ne progresse bien que sur ce qu'on mesure. Bon, là, comme tu mesures tout, ensuite, le champ est libre sur là où tu veux progresser. Mais au moins, tu as le point de départ. Ça oblige, encore plus important, je trouve, et c'est ça l'impact que B Corp a sur les entreprises, à ne pas remettre au lendemain ce que tu pourrais commencer le jour même. Parce que, d'une certaine façon, moi, je passe ma vie, depuis 30 ans, à rencontrer des entreprises pour les convaincre de s'engager dans cette voie, de s'engager mieux, de s'engager plus, etc. Et on remarque une chose, c'est quand même que il y a toujours une bonne raison de ne pas le faire. C'est-à-dire que parfois les gens te disent « Ah non, mais là, le business va trop bien. » Mais le business va trop bien, là, on a plein d'autres choses à faire, on le fera après. Bon. Et parfois, c'est « Ah non, mais là, ça va trop mal. Et donc, il faut déjà qu'on s'occupe de survivre et on le fera après. » Mais donc, autrement dit que ça aille trop bien ou trop mal, tu as toujours une bonne raison de dire « On le fera plus tard. » Et finalement, ce que B Corp t'oblige à faire, c'est à ne pas remettre au lendemain ce que tu peux commencer à améliorer le jour même. Voilà. Et puis comme le cadre de la certification est assez motivant,
ce que je disais, le côté plus enthousiasmant, attractif, désirable. C'est important que le développement durable soit aussi désirable, y compris en interne pour les entreprises. Ça contribue à la motivation de tous. On parlait de Welcome to the Jungle tout à l'heure. Welcome to the Jungle, la certification a commencé comme une initiative de salariés qui se réunissaient le soir après les heures de boulot pour travailler sur le questionnaire. Donc, il y a aussi cet effet-là chez Bicorp. C'est pourquoi l'effet sur la marque employeur est très important. Et puis l'impact au-delà des Bicorp, il est clairement de lutter contre le greenwashing en disant... Derrière les affirmations, quels que soient les mots employés, j'en ai parlé tout à l'heure, notamment des mots qui ne sont pas très définis, genre impact, régénératif, etc., sur lesquels il n'y a pas de label, il n'y a pas de référentiel, chacun peut s'auto-proclamer ceci ou cela. Là, on a des chiffres, des mesures, de la performance et des datas derrière le blabla, ou pour soutenir le blabla. Merci pour ce point-là. Et je pense qu'on reviendra justement d'ailleurs sur un point en particulier que tu évoquais sur l'impact sur la marque employeur effectivement de Bicorp, parce qu'en fait, il y a quand même un sujet culturel qui est assez profond. Mais donc, on reviendra sur ce point juste après. Juste, Christian, moi j'ai quand même un sujet, c'est comment la certification, une fois que tu l'as obtenue, est-ce qu'elle a eu un impact effectivement, toi, sur à la fois, je dirais, ta strate commerciale ou même tout simplement des pratiques quotidiennes ou opérationnelles? Qu'est-ce que ça a eu concrètement comme changement? Je vais peut-être te décevoir parce que pas beaucoup. Ouais. Nous, on a, grâce au framework, construit une entreprise qui était native Bicorp, on va dire. Ouais. On l'était au premier jour, c'était dans le débat. Ce que ça a conduit, c'est beaucoup de formalisation. Parce que malgré pas mal d'intentions en disant, quelle qu'elle soit en fait, vers tes producteurs, vers tes employés, il y a plein de choses que tu fais. Et tu sais que tu vas passer l'audit et donc tu vas l'écrire en fait. Donc tu vas proclamer qu'il y a une policy, on achète de la seconde main par exemple dans le mobilier et, pour meubler les bureaux, et donc c'est pas juste une pratique, c'est écrit en fait comme étant une règle d'entreprise. Et ce que tu vas faire autour de la générosité autour des salariés, des packages, etc., tu vas tout formaliser. Et donc c'est super chouette parce que ça va te permettre en fait à la fois d'avoir tes points dans l'audit, et puis ça va te permettre aussi de faire un vrai socle, parce que c'est un enjeu quand tu grandis de continuer déjà à faire ça et également de déclencher de l'énergie pour qu'on puisse progresser en fait. Donc voilà. Non, mais justement, je trouve que c'est des gestes assez forts et tu as raison, là où tu interviens sur un point particulier, c'est que c'est pas uniquement au niveau du management aussi que ça se vit, ça se vit au niveau effectivement de tous les collaborateurs, de toutes ces initiatives en fait qui sont regroupées effectivement dans Bilab. Toi, Elisabeth, comment tu vois très concrètement, au-delà de la partie, je dirais, administrative, on va dire, de la partie questionnaire, comment tu le mesures, l'impact social et environnemental de ces entreprises-là en fait? Alors, on commence à avoir dans le monde une communauté assez grande et donc on peut commencer à faire des stats et à les sonder pour savoir quel est le niveau de leur pratique. De toute façon, le niveau de leur pratique, il est documenté dans le BIA. Ouais. Donc, de manière anonyme, on peut consolider ces données et regarder comment ça se compare à la plupart des entreprises. Et on s'aperçoit que sur les sujets environnementaux, par exemple, les Bicorp sont 3 fois plus susceptibles de contribuer à la neutralité carbone, c'est-à-dire d'avoir une démarche vraiment ambitieuse sur le sujet, alignée sur les objectifs scientifiques que la moyenne des entreprises. Sur le volet interne, on s'aperçoit que les Bicorp sont 5 fois plus susceptibles de privilégier, via des pratiques un peu formalisées et mesurables, parce que c'est toujours ça le sujet, des fournisseurs détenus par des minorités, employant des handicapés, etc., que les entreprises ordinaires. 2 fois plus susceptibles d'avoir une politique proactive d'équité sur les salaires, les avantages sociaux, etc. Et même sur la gouvernance, 4 fois plus susceptibles de lier la rémunération des dirigeants à des objectifs sociaux et environnementaux que, à nouveau, la moyenne des entreprises. Aux États-Unis, il y a un économiste avec lequel on travaille pas mal, nous, qui s'appelle Michael Schuman, qui a même montré, à l'échelle locale, il avait travaillé notamment pour la ville de Philadelphie, ce que ça apportait à une collectivité d'avoir plus de Bicorp sur son territoire, ce pourquoi Bilab mène, on en reparlera peut-être parce qu'on est en train de le lancer en France, des démarches territoriales visant à utiliser les outils pour aider toutes les entreprises d'un territoire à progresser. Là, tu es plus sur de l'individuel, mais tu es sur un tissu très collectif. Tu es sur l'idée qui est hyper intéressante et qui est très forte sur la conduite du changement général et chez Bicorp en particulier, que l'être humain change pas très bien tout seul. T'aimes pas trop être l'écolo de service de ton groupe, etc. Et on change mieux en groupe, ensemble. Et donc...
l'idée là de ces démarches qui s'appellent Cities Can Be, il y a eu en Écosse, Scotland Can Be, à Genève, Geneva Can Be. Nous là, on lance la première expérience territoriale à La Défense avec une démarche qui va donc s'appeler La Défense Can Be, qui est lancée très prochainement. Et l'idée, c'est de dire, on change mieux ensemble, donc on va utiliser les outils, et notamment ce fameux questionnaire d'auto-évaluation qui est accessible à toutes les entreprises de toute taille, pour amener plein d'entreprises du territoire, à minima, à s'auto-évaluer et à se fixer des objectifs de progrès. Qu'elles soient ou pas intéressées par la certification, c'est un bonus. Celles qui sont intéressées, qui atteignent le niveau, le feront, les autres ne le feront pas. Ce n'est pas important. Mais l'idée, parce que notamment l'étude de Michael Schuman montre ça, c'est que c'est très intéressant pour un territoire d'avoir des entreprises, plus d'entreprises Bicorp sur son territoire, parce qu'elles sont plus engagées socialement, plus engagées environnementalement. Ça coûte moins cher à la puissance publique, tout bêtement. Mais alors, du coup, là-dessus, et la question est pour Christian, mais c'est une question peut-être que tu attends, mais en fait, l'impact que tu as eu sur les consommateurs, les clients, les employés ou potentiellement partenaires, est-ce que tu l'as quantifié? Est-ce que tu t'es dit, en fait, finalement, les clients qui achètent OMI, en fait, justement, ce volet Bicorp, ça a été un gage de réassurance, ils savent ce qu'il y a derrière, ou c'est plus quelque chose qui sert potentiellement en B2B? Enfin, quel a été l'impact effectivement sur tout cet écosystème que tu as autour de toi? C'est dans le design de l'entreprise en fait que ça a eu le plus d'impact réellement. Je vais te donner quelques exemples pour que tout le monde comprenne. En fait, donc OMI, c'est une marque alimentaire. Donc nous fabriquons des produits d'épicerie, on en a 200. On fait du ketchup, des cookies, du riz, du chocolat. Et en fait, pour faire ça, nous, on a souhaité en fait qu'à la fin, il y ait autant de preuves données aux consommateurs qu'on ne le pouvait en fait. Donc on a choisi d'être transparent. Quand tu payes 2,32 € un cookie, enfin une boîte de cookies, tu vas savoir où va l'argent, chaque centime. Est-ce que c'est les gens qui produisent les ingrédients, les fabricants, etc. Donc on a été transparent de ce côté-là. Et après, on a aussi adossé derrière, et c'est l'enjeu de OMI, c'est nous, on sélectionne avec des ingés agro, en fait, les ingrédients. Donc on va choisir les ingrédients sur la base des techniques agricoles qui sont utilisées. Donc de l'agroécologie, en fait, tout simplement. Tout simplement. Donc on s'occupe des filières et après on va avoir des gens qui fabriquent des ketchup et des cookies. On leur dit tiens, utilise ces super ingrédients dont je sais que je vais pouvoir démontrer aux consommateurs qu'ils ont un apport dans la vie sur Terre, qui vont créer de la biodiversité, qui vont adresser des enjeux pour qu'on soit encore tous ravis de manger des cookies dans 50 ans. Et ça nous donne une gamme qu'on vend directement aux consommateurs. Donc là où Bicorp nous a aidé à réfléchir ce modèle-là, c'est dans la gestion des tierces parties, donc de toutes les parties. Donc on intègre en fait non pas je dirais une dimension classique dans la food, dans l'alimentation qui est donneur d'ordre, tu crées des grands cahiers des charges, tu fais des appels d'offres, c'est on fabrique avec, on choisit en fait les matières avec les agriculteurs, donc 176 filières qui sont chaque ingrédient, plus de 250 agriculteurs et coopératives qui nous fournissent des matières premières, une quarantaine de fabricants qui vont les transformer en Europe, d'ailleurs. Ouais, ça essentiellement en France dès qu'on peut, et après quand c'est juste pas logique, par exemple les amandes, vaut mieux les acheter en Espagne parce que la terre est plus propice et puis ça revient moins cher pour le consommateur. Et il faut rester accessible en termes de prix. Si jamais tu deviens une marque de luxe, ça marche pas. Tu peux pas avoir d'impact. Et ça c'est pareil, on peut revenir au truc, c'est-à-dire faire des excellents produits sans regarder le prix du tout. Ça marche pas parce que personne ne va les acheter et donc ton impact il est ultra limité. Donc pour que le projet ait de l'impact, il a fallu qu'on fabrique et qu'on soit omnubilé par le prix d'accès en fait. Alors on n'est pas cher en fait, mais on est très fiers de notre prix. Il représente la valeur du produit qui est derrière. Les gens gagnent bien leur vie et ça on l'a fait sur l'ensemble de la chaîne. Et on est capable de le démontrer aux consommateurs. Sans un framework type Bicorp, en fait, la composite est obligée à travailler comme ça. C'est vachement plus dur. Les emballages. Les emballages, c'est 100 fois plus facile et pratique de fabriquer du plastique pour mettre les amandes grillées. Donc, je t'en ai ramené quelques-unes. Les amandes, elles ont un emballage qui, en fait, c'est de la R&D pure, en fait. Et il a fallu qu'on aille les porter chez les fournisseurs en disant, s'il te plaît, mets les amandes dans ce truc papier parce que lui, il va pouvoir être recyclable. Et les convaincre de le mettre dedans. Et donc, ça prend plus de temps. Et donc, ça veut dire que quand tu regardes une simple sauce tomate ou je sais pas, une confiture de framboise ou un truc comme ça, tu as une pluralité d'items qui vont, et il y en a 7 ou 8 en fait,
Et donc la rémunération des gens, le sourcing, les techniques agricoles qui ont été utilisées, leur impact sur la vie sur Terre, le packaging, les distances, etc. Et en fait, on se prend la tête à fabriquer ces produits-là pour que toi, en tant que conso, soit facile en fait, et que tu n'aies pas à te prendre la tête avec ça. Donc c'est cette composition un peu holistique de l'ensemble et de son impact sur la société en fait, qui est prise dans le schéma de développement. J'aime beaucoup ce que tu dis, pardon de te couper, mais sur le en fait, on fait ça pour que justement le conso n'ait pas à se poser cette question-là. Et on avait une discussion avec Christian juste avant de commencer, et c'est vrai que moi, d'un point de vue familial, on est assez vigilant, autant que faire se peut, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça peut être un peu prise de tête d'ailleurs, de se dire ah ouais, est-ce que c'est le bon truc? Alors aujourd'hui, il y a des boîtes qui facilitent effectivement mais une de choses. C'est un enfer. Niveau, moi, j'ai créé Omi, etc. Excuse-moi, je te coupe, mais moi, j'ai créé Omi parce que tu as chez le grand distributeur d'à côté, il y a 85 sauces tomates, quoi. Et sans un nombre de références, c'est un carnage. Et ce truc-là, je le trouve flippant, surconsommation totale. Puis après, tu vas dans le petit truc hyper cher, hyper local, et là, tu achètes à 3 fois le prix. En fait, c'est ça qui marche pas. Donc, tu as une nécessité en fait d'aller vers la sobriété, puisque la surconsommation explose plein de compteurs, et notamment les limites planétaires. Donc, il faut revenir à quelque chose de plus compact. Et en fait, je suis pas sûr que les 200 labels dont on dispose, enfin, ce truc-là, il te faut un DEA de consommateur, tu vois. Ah ouais, sinon, c'est plus décortiqué, ça. Déjà, tu scannes tes codes barres pour voir ce qu'il y a derrière, et puis tu te poses des questions de nutrition, puis d'écologie, et puis de santé, et puis après de justice de rémunération. En fait, c'est un enfer. En fait. Donc, au milieu de ça, il faut absorber en fait cette complexité, et c'est le propos d'Omi en fait, et de proposer une offre sur le marché qui soit sexy et accessible. Bicorp, vraiment le moyen de nous aider à réfléchir sur ces éléments-là, beaucoup plus que la certification Bien sûr. Nous, on ne prend pas comme un label de marque employeur, en fait. Plus facile, ouais, bien sûr. D'ailleurs, justement, là-dessus, j'ai presque un peu envie de titiller Elisabeth là-dessus, mais cette question, elle est pour vous deux. En fait, la certification Bicorp, elle comprend un certain nombre de contraintes, enfin, en tout cas de recommandations, on va dire, effectivement, d'ordre RSE, mais beaucoup plus largement aussi. Quelle est la position, justement, par rapport à tout ce qui est organisation du travail, nouveaux modes de gouvernance, etc. Est-ce que c'est des choses aujourd'hui qui sont, je dirais, induit, inclus dedans tacitement, ou c'est des choses sur lesquelles vous avez envie de mettre l'accent, ou c'est pas l'enjeu en fait? Non, mais alors c'est pas tacite, c'est explicite. Le questionnaire, il faut peut-être expliquer comment il est fichu, le questionnaire, pour comprendre. Donc on a un peu plus de 200 questions en réalité, 250. Après, ça dépend, parce qu'il y a des questions filtres, et si tu réponds non, tu ne vois pas qu'il y en a 15 derrière. Donc ça, c'est la première chose. C'est un QCM, c'est hyper important de le dire pour d'éventuelles personnes qui auraient envie de s'y coller pour leur entreprise. Ce pourquoi le fait de faire l'auto-évaluation, même si on n'est pas intéressé par la certification Bicorp, est très intéressant, parce que du coup, même si tu ne fais rien, imaginons une entreprise qui est vraiment totalement débutante sur ces sujets, qui va donc répondre systématiquement à la question la plus basse, qui ne rapporte pas de points, puisqu'on ne peut pas perdre de points, on ne peut que en gagner. Mais même si tu réponds toujours la question la plus basse, tu vois, comme c'est un QCM, tu vois ce que tu aurais pu répondre d'autre, de plus, de mieux. Et ça te donne des idées, parce que parfois, tu ne fais pas les choses juste parce que tu n'y pensais pas. Et tu vas te dire, ah mais en fait, ça, y compris parfois au-delà de ce que demande la loi, et y compris au-delà de ce que demande la loi française. Heureusement. Par exemple, sur la parentalité, le congé paternité, etc. Donc, tu dis, ah, je réponds ça, mais en fait, ah oui, bah tiens, mais je n'ai pas réalisé, mais en fait, on pourrait faire ça, au fond. Et là, tu peux mémoriser la question, et du coup, à la fin, tu peux générer quasiment un plan d'action gratuitement, sans avoir payé le moindre consultant pour le faire. Donc, cette auto-évaluation, elle est vraiment à 360 degrés dans 5 domaines d'impact. Le premier domaine d'impact, c'est la gouvernance. Donc, du coup, je te réponds au passage, oui, il y a des éléments hyper intéressants sur la gouvernance participative, etc., l'intégration des sujets socio-environnementaux, des limites planétaires, etc., dans la gouvernance, les prises de décision et que sais-je, la rémunération des équipes et des dirigeants. Le deuxième, c'est l'environnement. Le troisième, c'est ce qui s'appelle en anglais communities, qui en français est traduit, je crois, par collectivité. Le quatrième, c'est les salariés. Donc là, il y a tout ce qu'on peut imaginer sur la formation, l'inclusion, la diversité, la participation, l'intéressement et que sais-je. Et puis, le cinquième, c'est les clients. Donc vraiment la partie plutôt éthique, transparence, pédagogie, etc., etc. L'autre chose qu'il faut peut-être dire, c'est qu'en gros, si je déploie complètement l'ensemble des questions du BIA,
il y a 50% des questions qui portent sur ce qu'on appellerait la RSE, c'est-à-dire la gestion des impacts opérationnels et notamment la minimisation des impacts négatifs de l'activité. Puisqu'évidemment, plus tu vends, plus tu as d'impact de transport, de production, de packaging, et que sais-je. Donc là, la minimisation. Donc ce pourquoi ça ne suffit pas de faire de la RSE. Je disais tout à l'heure, les entreprises plutôt bonnes en RSE qui utilisent le questionnaire arrivent qu'à 50. Donc il leur manque un peu les 30 points. Mais si tu es très bon en RSE, tu peux être certifié Bicorp, arriver aux 80 points. En général, tu n'es pas très, très au-dessus. Donc ça, c'est la moitié du questionnaire. Et l'autre moitié qui est ignorée d'ailleurs, y compris des Bicorp, parce que beaucoup de Bicorp ne les voient pas puisqu'elles répondent non aux questions filtres et elles ne voient pas ce qu'il y a derrière. Quand tu dis ignorer, pour quelle raison ? Parce que quand tu fais le questionnaire, si tu réponds non aux questions filtres, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière. Mais il y a 50% du questionnaire qui porte sur ce que Bicorp appelle les business models à impact, qui est un sujet hyper passionnant sur lequel nous, on vient de lancer avec Bilab France un programme de recherche pour vraiment explorer cette dimension-là et la faire connaître. Et là, c'est hyper intéressant parce que c'est la moitié des questions, mais le double du réservoir de points, potentiellement. Et aucune Bicorp qui a un score très élevé, Patagonia, South Mountain Company, qui est la première Bicorp au monde, n'arrive à ce niveau de points sans avoir beaucoup de points sur les IBM. Il y a 23 business models à impact, standards, génériques, tout secteur, qui sont définis, prédéfinis par le questionnaire. Chacun de ces business models à impact, il y a un réservoir de 30 points, chacun. Oui, ce qui est énorme. La plupart des boîtes ont 1, 2, 3 points sur 1, 2, 3 business model à impact. Donc, quand on va chercher, c'est ce qu'on commence à faire. Tu prends le business model workforce development, développement des compétences et des RH. Tu prends le business model développement économique local, donc contribution au développement économique local. Tu vas chercher les entreprises qui ont plus de 15 points sur 30 sur celui-là. Enfin, workforce development, il est même sur 60. Et là, tu as des pratiques complètement époustouflantes, tout le temps, quel que soit le secteur dans lequel tu regardes. Donc, c'est vraiment hyper important de comprendre qu'évidemment, tout ce qui est meilleures pratiques ou pratiques les plus innovantes, les plus avancées dans quelques domaines que ce soit, la transparence vis-à-vis des clients, les pratiques internes, la gouvernance, c'est largement couvert, et la philanthropie, et ça rapporte beaucoup, beaucoup de points. Donc souvent, ce que tu dis, c'est que aussi, en fait, il y a peut-être un focus qui est très RSE, que pensent les entreprises, en tout cas celles qui veulent se coller effectivement au questionnaire, qui se disent voilà, ça va être très RSE. Mais en final, il y a quand même des enjeux sous-jacents, mais qui sont en fait dans le questionnaire, qui sont effectivement sur la partie gouvernance, sur la partie inclusion, etc. Sur la partie design du modèle économique, c'est-à-dire comment est-ce que fondamentalement tu conçois ou tu fais évoluer ton entreprise pour que, au fond, l'idée du modèle économique, c'est quoi ? C'est d'avoir quelque chose qui, by design, comme le disait Christian tout à l'heure, est aligné avec les principes du développement durable, de sorte que quand tu fais croître ton business, tu fais croître ton impact positif plutôt que ton impact négatif à réduire. Et il y a une question qui est très récurrente dans Bicorp, c'est qu'à chaque fois que tu revendiques une meilleure pratique, on va te demander deux choses. On va te demander sur quelle certification externe ça s'appuie, ce que tu me racontes, pour dire que c'est mieux. Donc, est-ce que tu es bio ? Typiquement, régénératif, ça n'existe pas car il n'y a pas de label externe. En revanche, tu peux être bio et équitable, et ça pose des bases quand même de quelque chose qui serait régénératif. Mais si tu n'as pas de la certification externe sur laquelle s'appuyer, en fait, c'est pas considéré. Et la deuxième question, c'est de quelle part de ton business tu me parles. Autrement dit, si tu me parles de sourcing, je vais te demander quelle part de ton chiffre d'affaires achat est concernée par ce dont tu me parles. Et si c'est 1%, 2%, 3% de ton chiffre d'affaires, tu auras 1%, 2%, 3% des points, c'est-à-dire rien du tout. Donc, si tu es à 30% de ton chiffre d'affaires, 50%, 100%, évidemment, là, tu as beaucoup de points. Idem, si tu me parles du chiffre d'affaires achat, si tu me parles de tes ventes, on va te demander pareil, quelle part de tes ventes, si tu as une petite gamme bio équitable dans un coin qui vend rien du tout, ça rapporte rien du tout. Exactement. Si tu dis mes salariés participent au capital, on va te dire quel pourcentage de tes salariés, quel pourcentage de ton capital, et tu as les points à nouveau à proportion de ça. Donc cette dimension-là de proportionnalité, elle est hyper récurrente et hyper importante. Et alors moi juste là-dessus, et je reviendrai sur toi Christian juste après, mais dans les innovations, dans la façon dans les modes de gouvernance, d'accompagnement collaborateur, tu parlais d'ouverture capitalistique tout à l'heure, etc. C'est des choses qui changent quand même quasiment quotidiennement, enfin de semaine en semaine, il y a des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de collaborer, de gérer des boîtes, etc. Du coup, toi, tu dis que le questionnaire, vous allez le changer régulièrement, mais
Est-ce que c'est pas hyper difficile quand on est une boîte B Corp de se dire, effectivement, en fait, si tu es ambitieux, c'est quand même, c'est quand même assez, enfin, c'est hyper contraignant. C'est pas hyper difficile, c'est hyper stimulant. Enfin, c'est hyper difficile. Non, j'aime comment tu entends ça. C'est hyper difficile et c'est hyper stimulant. Ouais. A priori, c'est ce qu'aiment bien les entrepreneurs normalement, c'est-à-dire quelque chose qui est très stimulant et très difficile. Donc, oui. Et il faut bien avoir en tête que, alors c'est en train de changer justement ce qui va changer dans le questionnaire, mais historiquement, je disais, tu ne perds pas de points, tu ne fais qu'en gagner. Donc là où tu es fort, ça veut dire que sur un même secteur, une entreprise peut être certifiée en étant hyper sociale, donc mutuelle, mutuelle coopérative, mutuelle ou coopérative d'ailleurs, coopérative de travailleurs, coopérative de producteurs, etc. Insertion de population éloignée de l'emploi et que sais-je. Option 1. Et sur un même secteur, une entreprise pourrait être certifiée en n'étant pas du tout sociale, ou faut pas être trop mauvais non plus, ou très écologique, mais très écologique. Et sans doute, celle qui est très sociale et pas très écologique, celle qui est très écologique et pas très sociale. Et quand elles se rencontrent, chacune est certifiée avec des choses en gagnant des points sur des terrains très différents. Mais du coup, elles vont se parler, elles vont s'inspirer l'une l'autre. Et évidemment, on progresse un peu plus vers un idéal qui serait que toutes les entreprises de ce secteur soient et très sociales et très écologiques. Là où ça va changer dans la V7 du questionnaire qui sortira en 2024, c'est que justement, on va demander aux entreprises d'avoir d'abord un socle de performance minimale sur 10 sujets importants, dont des sujets salariés, dont évidemment des sujets de gouvernance, dont des sujets climatiques, etc. Et il faudra d'abord avoir ça pour être B Corp, et ensuite on regardera les points, le détail, les business models à impact, etc. Et moi, je trouve ça super bien que ça change, parce que, en fait, c'est justement, je pense que poser un B et que ce soit juste de la marque employeur, en fait, c'est pas l'idée. Dès le départ, en fait, le framework, il dit, enfin, je dis framework, moi d'ailleurs, mais il dit, tu dois progresser continuellement parce que tu dois gagner de plus en plus de points. Ça reste ça, Elisabeth. Oui, il faut continuer à progresser. Ça ne peut pas avoir le même score. Il faut... Pour l'instant, ils en sont déjà à faire cette évolution-là, mais après la V7, il y aura une V8, inévitablement. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, je pense que OMI doit progresser encore plus fort et plus vite. Et tu vois, j'aime bien dire, si on prend le collège entrepreneur, alors déjà, moi, je pense que c'est plus dur de poser les questions que de trouver les réponses. Et c'est là où finalement, il y a plein de questions qui se sont posées quand tu réfléchis et que tu prends le framework. Et de l'autre côté, nous autres entrepreneurs, entrepreneuses, c'est notre propos. Nous, on est là pour régler des problèmes, quoi. Donc, évidemment, quand tu as une équipe qui est galvanisée par le pourquoi de l'entreprise, en fait, ce qui est le cas dans OMI, je pense, c'est qu'on a beaucoup d'engagement de la part des salariés. Eh bien, tu ne peux pas négliger que le framework. Parce que même si nous, par design, on est là pour avoir de l'impact social et écologique, eh ben, ça va trop vite, en fait. D'oublier les autres questions qui sont autour. C'est important et c'est une vraie gageure, en fait. Et oui, ça rapporte de la complexité parce que c'est plus simple de faire le business sans regarder ça. Mais c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus, en fait, intéressant. Et ça nourrit, en fait, par de l'externe, la volonté de designer l'entreprise pour qu'elle ait un max d'impact. Mais justement là-dessus, la question que je te posais tout à l'heure, c'est est-ce que toi, ça a déclenché des choses? Alors moi, j'aimais bien ce que tu disais, je reviens sur toi tout de suite après Christian, mais Elisabeth, où tu disais en fait, c'est avant tout des questions, il y en a plein qui l'utilisent juste pour se poser des questions. Alors ça peut être un peu déprimant parce que tu peux te dire, putain, je suis vraiment très très loin, en fait, j'ai vraiment rien foutu. Mais après, c'est assez motivant. Moi, j'aime bien le côté où tu dis, en fait, c'est juste stimulant. Mais toi, concrètement, Christian, dans OMI par exemple, est-ce que tu t'es dit, en fait, c'est pas forcément de se dire est-ce que j'ai des carences sur effectivement la gestion des collaborateurs, la diversité, inclusion, peu importe, mais c'est est-ce que du coup tu t'es dit, ah, là c'est des choses que finalement que j'ai envie de travailler, que j'avais pas forcément en tête. Ah oui, bien sûr, plein. Comme quoi par exemple? Je sais pas, par exemple, il y a un truc très, moi je trouve teinté US qui est faire de la pédagogie sur, je sais pas, le changement climatique auprès de tes salariés. Okay. C'est-à-dire, il y a une espèce de la boîte, elle doit éclairer les gens sur des sujets. Et tu gagnes des points quand tu fais ça. Et en fait, c'est intéressant. C'est pas un truc qui te paraît assez normal parce que tu trouves que c'est peut-être même assertif et c'est de dire, hey, les gars, attention, la gestion de l'eau, alors que ça peut-être n'a rien à voir, en fait, elle est super importante dans vos familles, dans vos vies, etc. Donc ça, c'est des sujets qui sont, je pense, et je trouvais pas, je donne cet exemple-là que je trouve assez cool. Et tu vas avoir la volonté d'écouter les gens, de les intégrer dans la réflexion, donc qui est une forme de gouvernance un peu différente. Nous, on a tendance à solliciter
les employés pour qu'ils donnent leur point de vue et qu'ils puissent nourrir les décisions. Décisions, on ne les prend pas à 50. Mais, par contre, que tu aies ton opinion, solliciter la contradiction, dire on aime les opinions opposées, soyons tous différents. Donc, libéré, autonomie. Ouais, et je pense que si tu vois, t'avais pas les sujets qui venaient comme ça, eh ben on les traiterait peut-être pas. Parce qu'en fait, déjà, c'est une gageure de passer de 5 à 50 en peu de temps. Et donc, tu as tellement de choses à mettre en place. Ouais, tu serais concentré sur le core business sans forcément t'arrêter sur... Ça t'oblige à pas remettre au lendemain, vraiment. Ouais, et nous, je trouve qu'on le fait. Je pense qu'on pourrait qu'on le remet au lendemain. Il y a plein de sujets qu'on aurait pu travailler, qu'on n'a pas pris le temps, parce qu'en jeu business, des fois ça va bien, des fois ça va pas bien. Tu es au milieu de ça. Mais du coup, on y revient. Des fois, tu as des moments où tu vas plus accélérer, des moments où tu vas plus adresser des sujets. J'ai cru que j'allais me faire recertifier au bout de 2 ans bientôt. Là, j'ai appris que j'avais 1 an de plus. Enfin, je le savais il y a quelques mois. Et ben, c'était pas anodin. Et tu vois, dans une boîte comme Omi, il n'y avait pas de division impact en fait en tant que tel. On l'a créé il y a quelques mois. Là, c'est une de mes associées qui l'a rajouté, en plus de la finance notamment. Et donc, justement, pour aller, malgré l'espèce de côté bien né en fait de Omi, aller demander aux équipes qui font du market, qui font du trade market, qui font des produits, qui font de la logistique, d'aller réintégrer en fait des data sonnantes et trébuchantes de comment ça fonctionne. Et on va la réintégrer pour être bien sûr qu'on a un framework qui ne soit pas que faire du business ou faire plus de produits et qu'on intègre ça. Et qu'on le montre. Et même des fois, souvent, tu le fais, tu vois, je donnais l'exemple des packaging sur lequel il y a une attention particulière de l'équipe pour ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est l'ADN de la boîte. Du coup, est-ce que tu le valorises? Est-ce que tu en fais un item d'impact? Est-ce que tu vois la progression? En fait, non. Et du coup, c'est là où quand tu sais que tu vas te refaire certifier, tu as envie de te dire, ouais, c'est hyper important. Regardons, mesurons, on le fait bien. Du coup, faisons le petit extra mile qui fait que tu vas avoir un petit fichier, on va l'intégrer. Et cette mécanique, en fait, d'aller donner des preuves, d'expliquer, elle est hyper intéressante. Moi, j'ai quand même là une réflexion que je me fais, c'est cette certification, elle sert aussi, elle est au service de l'innovation et de la créativité parce que c'est pas uniquement cocher des cases. C'est ce que je disais tout à l'heure et tu le disais juste à l'instant où tu dis en fait, ça vient de faire poser les bonnes questions et potentiellement impacter ton business model, la création, etc., de nouvelles offres. Si je me fais, allez, on va dire, voilà, si je pose une question un peu popcorn, c'est l'inverse. Est-ce que c'est pas un puissant fond? C'est-à-dire, comment tu fais pour prioriser? Parce que tu peux vite te dire, en fait, tu peux vite te dire, je suis pas allé aussi loin, je peux aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Donc, il y a ce côté, effectivement, totalement stimulant. Mais il y a un peu un côté aussi où tu peux te dire, pas anxieux, où tu peux te dire, mais en fait, est-ce que j'y arriverai à un moment, en fait? Tu peux te dire, l'écologie, ça commence à bien faire. Ah ouais? Non. Tu peux dire ça? Non, mais je pense que c'est un peu... Et surtout, comment tu canalises et tu catalyses cette excitation, tu vois ce que je veux dire? Nous, c'est un peu... dans le manifeste d'Utopie, et pour expliquer pourquoi on s'appelle Utopie, on utilise pas mal une citation d'un écrivain sud-américain qui s'appelle Eduardo Galeano, qui dit l'utopie est devant moi, j'avance de 2 pas, elle recule de 2 pas, j'avance de 10 pas, elle recule de 10 pas. Et il conclut en disant l'utopie, ça sert à ça, ça sert à... Ou il dit aussi loin que je pourrais marcher, je ne l'atteindrai jamais. L'utopie, ça sert à ça sert à avancer. Et d'une certaine façon, c'est la même chose. C'est-à-dire que le référentiel Bicorp, il est tellement complet, tellement ambitieux, qu'évidemment, on n'atteindra jamais le maximum. Et comme en plus il évolue et qu'il progresse avec nous, mais c'est ça l'intérêt. Oui. Ça sert à avancer. Oui, donc en fait, c'est pas important de se dire est-ce qu'un jour on va atteindre les 200 points. En réalité, je crois qu'on peut déjà dépasser. En soi, en fait. Mais on s'en fiche complètement. Ce qui est important, c'est de passer. Là, nous, on vient de soumettre notre 4e certification. Waouh. On était à 123. Là, on a soumis à 151. On est un point en dessous de Patagonia, si on les garde tous. Mais ce qui est intéressant, c'est au-delà des points, parce qu'il peut y avoir une espèce de côté scolaire. En même temps, les entrepreneurs aiment bien être stimulés, donc ça fait vraiment ce boulot-là. C'est pas important d'être au maximum, d'avoir... Bon, surtout, ça sera jamais le cas. Comme dans une entreprise, il n'y a jamais tout qui marche hyper bien. Parfois, ça va très bien, parfois, ça va très mal. C'est juste la vie des boîtes et la vie des humains en général, et tant mieux. Mais donc, ce qui est important, c'est le cap, en fait. Le cap et la stimulation. Et je pense que ça aussi, c'est très entrepreneurial, en fait. C'est pas, ça y est, tu as atteint, je sais pas quoi, le niveau platinium, et c'est bon, tu bouges plus.
Oui, justement, non, c'est pas en fait, figé. c'est pas du tout C'est ça. ce que C'est bien pas sûr. du tout ça le sujet. Ce qui d'ailleurs génère parfois des petits malentendus, parce que je pense que des entreprises qui ne sont pas encore certifiées B Corp, voyant le sujet de l'extérieur, le posent comme une fin en soi. Il faut qu'on soit certifié B Corp. Et en fait, ce qu'elles ne voient pas, c'est que quand tu es certifié B Corp, c'est pas la fin, c'est le début. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment le début d'une aventure qui est encore plus passionnante et sans doute moins stressante que la toute première certification. Mais alors justement, je voulais rebondir là-dessus et je me dis, et la question une fois de plus, elle est pour vous deux là. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, je dirais simple, si vous deviez en donner un ou deux ou trois à une boîte qui se lance aujourd'hui, alors qui est dans le cas c'est-à-dire de Christian où il a intégré nativement, et une boîte qui est aujourd'hui qui est un peu plus ancienne, un peu plus ancrée peut-être dans des gestions ou un quotidien un peu plus à l'ancienne. Quel conseil vous leur donneriez? Bah, c'est la même. Moi, je donne le même conseil à tout le monde. Bougez-vous. Non, c'est ce BIA et le fait que ce questionnaire d'auto-évaluation soit aussi complet, aussi à jour, aussi riche et accessible gratuitement partout dans le monde pour n'importe quelle boîte, c'est un truc de fou. C'est moi une des raisons pour lesquelles raisons pour lesquelles je n'aimais pas les labels, c'était que très souvent les labels, il faut que tu payes pour juste savoir ce qu'il y a dedans. Et tu n'es toujours pas certifié, mais juste pour savoir quels sont les critères. Bon, alors là, non seulement c'est transparent, mais en plus, tu peux le faire gratuitement demain matin, te comparer à l'ensemble des boîtes qui sont certifiées dans le monde, et tout ça sans débourser autre chose que le temps que tu vas y passer, qui est en réalité l'investissement principal. Et d'ailleurs, donc ma recommandation, quelle que soit l'entreprise, et c'est ce que je dis à tous mes clients et même à toutes les boîtes que je rencontre, c'est faites le BIA et regardez ce que ça vous apporte et ce que ça vous apprend et ce que ça vous pose comme question. Et d'ailleurs, sur une entreprise nouvelle, le statut de pending B Corp, puisqu'il faut avoir 1 an d'existence pour pouvoir être certifié, effectivement, puisqu'il faut des chiffres que tu n'as pas si tu n'as pas 1 an. Le statut de pending B Corp est donné à toute entreprise débutante pourvu qu'elle ait fait, je crois que c'est 90% du questionnaire. C'est-à-dire que c'est exactement ce que disait Christian, la vertu, au fond, et le statut de pending B Corp, tu n'as pas d'audit, tu n'as pas les chiffres. Oui, de fait. Ça n'est donné que sur la base du fait que tu t'es posé les questions. Et que tu as essayé d'apporter des réponses. Oui. Et évidemment que tu inclus dans tes phrases qui dit que tu fais pas ton business n'importe comment, mais que tu considères la tierce partie, l'impact écologique et social de ton entreprise. Ça, c'est un point dont on n'a pas parlé, il faut peut-être revenir là-dessus. Ouais, La convergence avec le statut de société à mission. Oui, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, il y a 1000 sociétés à mission en France, dont 10% sont certifiées B Corp, et dont 40% utilisent le questionnaire pour mettre derrière leur raison d'être et les objectifs qu'ils ont mis que ces entreprises-là ont mis dans les statuts, des indicateurs. Mais le point commun entre la société à mission et B Corp, c'est que les deux demandent une modification des statuts pour intégrer une raison d'être spécifique ou générique. Exactement. D'autant plus que dans le questionnaire B Corp, une fois que tu dis oui, j'ai une raison d'être dans mes statuts, on va te dire ok, comment c'est reflété dans la formation de tes salariés, dans le recrutement, dans les objectifs financiers et les bonus donnés aux dirigeants, etc., etc. Donc, à nouveau, si tu dis oui, ça ouvre toute une série de questions derrière. Et je reviens du coup, Christian, toi, si tu devais donner des conseils aujourd'hui à un entrepreneur, soit qui est en train de monter sa boîte, soit un dirigeant ou une dirigeante, pardon, qui a déjà quelque chose de bien installé. Elisabeth l'a fait pour les gens qui sont déjà installés. Moi, je vais parler à ceux qui se lancent. Ouais. Et je vais citer un de mes employés, Martin, qui a posté sur LinkedIn un truc que je trouve sensé. Soit ta boîte, elle participe à construire un monde meilleur, soit c'est l'inverse, elle le détruit en fait. C'est très binaire, vision. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a urgence sociale et surtout écologique, et que évidemment, quand on écoute le GIEC, il faut absolument se bouger. Donc aujourd'hui, si tu montes une boîte pour juste faire de l'argent, pourquoi pas, quoi. Mais sache que nombre de talents cherchent du sens et des missions, et que c'est hyper important, je pense, d'ancrer aujourd'hui, de créer une société en ayant conscience, en fait, que oui, il y a urgence, et qu'en plus, c'est une opportunité business, en fait. Quand j'ai lancé OMI il y a 3 ans, donc mon conseil, c'est bien entendu, regarde B Corp et fabrique ton modèle, en fait, pour que tu sois en train d'adresser un sujet sérieux qui serve l'humanité, on en a besoin. Quand j'ai lancé OMI, donc il y a 3 ans, en vrai, je cachais un peu l'impact de l'entreprise, parce qu'en étant entrepreneur récidiviste,
Toi, tu te disais, il y a un côté un peu quand tu vas raconter que ta boîte, tu vas la faire justement pour adresser ce que je dis beaucoup plus librement aujourd'hui, tu vois, à ton micro, on a une vraie mission en fait en tant qu'entreprise, et qu'on le fait sérieusement et du mieux qu'on peut, avec toute l'énergie, toute la combativité qu'on peut faire pour affronter des gens qui font 1 milliard de dépenses publicitaires dans l'alimentaire tous les jours à plusieurs, voilà, et donc on essaie de créer une marque alimentaire dans cet univers-là. Et je cachais auprès des investisseurs l'impact, tu vois. Et en fait, c'était assez éloigné. Le monde a changé. En 3 ans, un Covid long, 2 Covid quasiment, une guerre en Ukraine, des incendies. Enfin, vraiment, c'est un autre monde aujourd'hui. Donc, make sense that l'argent aujourd'hui est en train de se déverser sur des univers typés impact. Donc, plus en tout cas, mais pas assez encore, mais plus. Ouais, mais en tout cas, par rapport à il y a 3 ans, c'est le jour et la nuit. Ouais, complètement. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une vertu d'avoir un business en fait qui adresse ces enjeux-là. Donc, moi, je pense que c'est une opportunité gigantesque, qu'il faut le voir comme tel. Il y a plein d'investissements, il y a plein de capacités à créer des business en fait qui vont vraiment avoir des impacts positifs sur la planète, et il faut absolument se lancer dans cet univers-là. Et B Corp est un super framework pour réfléchir au design du business model. Et je vais terminer sur une note avant de passer aux questions de fin, mais qui est que toi, tu as évoqué tout au début, Elisabeth, et que toi, tu viens un peu d'évoquer, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on fait de l'association à but non lucratif. B Corp, c'est aussi monter des boîtes, effectivement, qui peuvent être des success stories potentiellement financières aussi. L'un n'exclut pas l'autre, mais c'est ce côté, effectivement, mission un peu plus touffue, effectivement, sur... ce qu'on veut apporter en tant qu'entreprise dans le monde actuel, quoi. L'un n'exclut pas l'autre, mais de toute façon, la certification B Corp, le questionnaire peut être utilisé par tout le monde. Donc, il y a même des associations, des ONG, qui l'utilisent pour évaluer, par exemple, leurs pratiques RH ou leurs propres pratiques environnementales. En revanche, vous ne pouvez être certifié que si vous êtes for profit. Donc, ça n'est accessible qu'aux entreprises à but lucratif, aux coopératives, etc. Mais en tout cas, une association ne peut pas, et on a eu des demandes, une association ne peut pas être certifiée B Corp. Un spin-off peut-être pour la suite, justement, sur les associations. Je ne suis pas sûre parce que je pense que l'objectif est vraiment... Il y a déjà des labels qui existent pour les associations comme IDEAS, etc. Ouais. Et je pense que l'objectif du mouvement B Corp, c'est vraiment de changer le capitalisme. Donc c'est déjà une tâche suffisamment importante. On ne peut pas penser que ça sera fait demain matin et qu'il sera temps de changer autre chose. Merci à tous les deux pour ce gros et beau plat de résistance. On arrive aux questions de fin et après je vous libère, promis. Est-ce que vous avez des recommandations d'ouvrages, de livres, de BD, de films, de documentaires à recommander aux éditrices et aux auditeurs? Des trucs un peu percutants qui vous ont marqué ces dernières semaines ou ces derniers mois, ces dernières années? Alors, c'est pas très politiquement correct, mais je vais quand même recommander le livre que j'ai fait sur B Corp parce que j'ai sollicité beaucoup d'entrepreneurs sur le sujet, qui a plus d'une 30aine de témoignages dedans qui sont absolument passionnants. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à avoir ces discussions avec eux. Donc ça s'appelle La Révolution B Corp. Oui. Et c'est publié chez Pearson. C'est sorti l'an dernier. Et parce que je pense qu'en fait, ces témoignages, ils donnent vraiment envie. Ils donnent à comprendre tout ce dont on a parlé là pendant cette heure. Et ils donnent vraiment envie d'y aller, en fait. Et il y a des très gros là-dedans. La préface a été faite par Emmanuel Faber. Donc il y a des très gros qui sont engagés dans le mouvement B Corp. Il y a des témoignages de The Guardian, il y a des très petits, il y a des témoignages de territoire, il y a vraiment plein de témoignages de secteurs très différents. Et c'est ce panachage en fait qui donne aussi... c'est ça qui fait la vie, la merveille diversité de ce mouvement et la merveilleuse diversité de ce mouvement et qui fait aussi cette merveilleuse énergie dont je parlais tout à l'heure. Ça naît de ces frictions entre des gens qui sont très différents, qui sont très bons sur des sujets très différents et qui bossent ensemble pour faire changer les choses. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, pour ceux qui s'intéressent un peu plus au business model à impact, on a lancé ce programme qui s'appelle IBM Series avec Bilab l'an dernier. Donc c'est accessible à partir de la page d'accueil du site utopie.com. Et il y a une page entière avec beaucoup de publications qu'on a faites. Dans les publications, il y a énormément d'exemples, extraits issus de boîtes qui sont très très bonnes sur ces business models à impact, extraits de la communauté B Corp. Et c'est fascinant. Ok, n'hésitez pas à aller découvrir ça. En tout cas, ça sera, moi j'irai sans aucun problème. Et toi, Christian? Eh bien, moi je vais Théorie du Donut, Kate Raworth, un fondamental dans la thématique, pour comprendre pourquoi en fait c'est important de voir notamment qu'il y a des modèles de pensée qui sont complètement dépassés
et que la grande nouveauté, on va dire, des 20 dernières années, c'est que les limites planétaires et l'endroit d'existence de l'humanité, c'est un sujet qu'on doit adresser en fait, et qu'on peut adresser. Merci pour cette recommandation de livre, La théorie du donut. On termine avec la toute dernière question. Est-ce que tous les deux, vous avez une anecdote à nous raconter, une bonne ou une mauvaise expérience à nous partager? Alors, moi, j'ai une anecdote. Je ne sais pas pourquoi, c'est celle qui m'est venue quand j'ai lu ta question. Donc, partons là-dessus. Il y a quelques années, quelques mois, un fonds dit à impact, ça soutiendra mon sujet sur le fait que ça ne veut pas dire grand-chose, nous appelle pour nous dire on a envie de s'engager plus encore sur l'impact et donc on voudrait emmener certaines de nos participations vers le label B Corp, etc. Et donc on commence à travailler pour quelques participations. Sur le papier, c'est super. Je dirais même qu'il faudrait que tous les fonds qui se veulent à impact le fassent et pas sur certaines participations, mais sur l'ensemble de leurs participations. Notamment utiliser le BIA pour décider, par exemple, d'investir dans telle ou telle entreprise et fixer les objectifs de progrès liés à l'investissement. Bref, et on accompagne certaines participations et puis on se retrouve dans une réunion où on discute avec le DG d'une de ces participations de ce qu'il peut faire pour arriver à dépasser les fameux 80 points. Et à un moment... C'est quand même là que ça se corse, par ailleurs. Alors, le sujet vient sur la question des salariés, de la satisfaction des équipes. C'est une boîte qui a à peu près 200-250 personnes. Oula. Et donc, je lui dis, je pense que ce qui aiderait, puisque ça s'appuie aussi souvent sur d'autres référentiels externes, c'est que vous vous lanciez dans Great Place to Work, qui, ça tombe bien, et on est dans le bon timing. Vous pouvez comme ça mesurer la satisfaction de vos équipes, puisque le label Great Place to Work est attribué notamment, les 2/3 de la note, c'est la satisfaction des équipes, donc on ne peut pas trop gruger là-dessus. Non, possible. Et donc je lui dis, en plus, ça vous permettra de vous comparer à d'autres, etc. Et là, le fonds, l'investisseur qui était présent à la réunion en tant qu'actionnaire, dit « Ah oui, mais ça coûte combien ?» Alors moi, naïvement, je dis, bon, ça ne coûte pas grand-chose pour une entreprise de cette taille. Ça va être aux alentours de 5-6 000 euros. Je ne sais plus exactement combien, mais enfin, moins de 10 000 euros. Ce qui potentiellement, pour une grosse boîte comme ça, n'était pas grand-chose. Oui, enfin, c'est déjà pas grand-chose pour une boîte comme Utopie. Et j'ai envie de dire, si c'est important, alors c'est vraiment pas grand-chose. Et là, j'entends l'investisseur. Alors, le DG était hyper convaincu. Il dit, ah oui, c'est super, il faudrait vraiment qu'on y aille, etc. C'est un bon signal, déjà. Et là, l'actionnaire dit, l'investisseur, donc qui était venu nous chercher à la base, dit, oh là là, mais il faut voir, parce que quand même, c'est une somme, et il faut regarder au regard des autres priorités. Et je me suis dit, ah non, mais c'est pas possible. On parlait tout à l'heure. En fait, oui, il y a toujours une bonne raison de ne pas faire aujourd'hui, de remettre au lendemain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Et parfois, c'est l'actionnaire, celui-là même, qui est venu te chercher pour dire il faut aller sur B Corp. Et est-ce qu'ils l'ont fait alors finalement ou pas? Je crois qu'ils ont soumis leur questionnaire. Ouais, t'as été pugnace du coup. Ah non, est-ce qu'ils ont fait? Non, ils ont soumis le questionnaire B Corp. Non, je crois qu'ils n'ont pas fait Great Place to Work. D'accord, ok. Et ça, c'est un autre sujet. C'est qu'évidemment, la voix de l'actionnaire est toujours, et du propriétaire en l'occurrence, est toujours celle qui emporte le morceau à la fin. Ouais, bien sûr. Christian? Cette anecdote exactement. Qui nous met en scène tous les deux avec Elisabeth. C'est donc, je le disais tout à l'heure, je parle à mon pote Jean Moreau en fait, de Phoenix, je lui raconte mon histoire, je dis je vais rencontrer des gens pour m'aider. Il me chope le mail d'Elisabeth. Et Elisabeth, elle est assez dure à avoir. Hein. T'as de la chance de l'avoir là. Elle est quand même assez, c'est dur. Et du coup, je profite. Et je me retrouve il y a 3 ans à peu près. Je crois que tu m'avais presque lâché 2 heures en fait. C'est un espèce de truc comme ça. Comme quoi? Tu vois. Et donc j'arrive avec 10 ans de mode, de fashion derrière moi et le marketplace, donc rien à voir et tout, en lui racontant que je veux faire une marque alimentaire parce que l'alimentation, c'est santé, sociale, écologique. Je veux la faire dans la sobriété. Mais surtout pas, Elisabeth, sur ce rendez-vous. Toujours un peu au départ. Non, attentive. C'est différent. J'ai plutôt tendance à faire confiance, en fait, spontanément, donc c'est pas vrai que je suis méfiante, mais attentive. Et donc là, je lui tartine un Omi balbutiant, qui s'appelle pas Omi d'ailleurs à l'époque, mais balbutiant, et puis avec vraiment toute mon énergie, tu vois, à mettre en positif. Et je sens qu'il y a une forme d'écoute en disant, ça va être dans la sobriété, tu vois, il y a trop de sauce tomate sur le rayon, on va faire ce que les gens ont besoin, on va faire les produits qu'ils consomment, on va faire une meilleure version, ça va apporter de la sobriété, on va arrêter de mettre plein d'encre sur les packaging parce que du coup, ça a vraiment de impact écologique. Et donc, je fais toute une copie comme ça, elle m'écoute bien gentiment, en me relançant, en me donnant en fait le topic d'après en disant je connais lui, je pourrais t'aider, etc. Et puis à la fin, en partant, après un long moment,
elle me sort, je sais pas, 5-6 fascicules en fait, voire un peu plus en fait, en me disant bah tiens, tu liras ça. Et dedans, tu avais les études d'Utopie qui rentraient dans le détail d'à peu près toutes les thématiques que je voulais compiler. Et tu sais, à aucun moment, elle m'a dit bah oui, je sais, mais regarde, et machin, etc. Et j'ai trouvé ça trop génial en fait. Quand je suis rentré chez moi, c'était la surprise en fait, en me disant bah ouais, incroyable. C'est-à-dire que c'était vraiment ce que j'étais venu chercher. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui travaillent dans ton équipe et dans plein d'équipes en fait à rentrer dans ces détails. Et en fait, c'est de la matière absolument géniale. Et si tu prends le temps de l'assimiler, de prendre un peu de temps pour réfléchir, pour construire comment est-ce que tu peux articuler une idée qui puisse exécuter, tu commences à connecter des points. Et là, tu as le début d'une belle aventure. Hop, tu plugues ça à ton framework B Corp et puis c'est parti. C'est finalement plus facile quand tu as eu ça entre les mains, c'était plus facile, tu as pu aller plus vite. Et puis, alors je reconnais aussi, j'ai l'impression que voilà, la gentillesse d'Elisabeth qui aurait pu te dire, mais en fait, ça fait des années qu'on l'a fait, ça, donc on connaissait déjà ça bien. Mais donc c'est une belle histoire, c'est une belle anecdote, j'aime beaucoup, merci beaucoup. Surtout que toutes ces publications sont accessibles gratuitement sur le site d'Utopie. À tout le monde, pas que pour Christian. Alors que moi, si vous voulez manger des bonnes sauces tomates et du bon riz, il va falloir l'acheter sur Omi. Exactement. Et j'en serai un testeur incessamment sous peu et potentiellement un client, je te dirai ça. Bah, j'attends ton feedback avec impatience. Évidemment. Avec grand plaisir. Elisabeth, Christian, merci infiniment pour cette heure, un peu plus d'1 heure, 1h15 ensemble. J'ai eu pour ma part beaucoup de plaisir à échanger avec vous sur effectivement tous ces sujets, Bilab, Bicorp, Omi, et je trouve qu'on a soulevé beaucoup de points clivants ensemble. Donc merci infiniment de vos réponses. Je trouvais que vous avez été loquace, mais pas tant que ça finalement. Donc c'était plutôt pas mal, merci d'avoir tenu le timing. Et puis j'espère surtout que les auditrices et les auditeurs ont évidemment appris et seront nombreux en tout cas à se tester aussi sur ce questionnaire entre autres, ou inspirés par effectivement ton aventure, Christian. Merci de l'invitation et en plus comme ça fait un moment qu'on vous laisse voir, c'est bien. Merci de l'invitation, on est ravis, on va aller se faire un petit café après. Ça marche. Écoutez, merci à tous les deux, passez une très bonne semaine et à très bientôt. Merci Tim. Au revoir. Bonne semaine.